Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Chaque semaine, Tatou Senti est le podcast qui explore la créativité et l'audace au cœur du monde des parfums et des saveurs pour vous aider à penser et sentir autrement. C'est une invitation à partir à la rencontre de multiples acteurs comme un parfumeur, un cueilleur d'essence, un chef d'entreprise, un chocolatier, autant de gens inspirants avec qui je partagerai leur expérience créative et audacieuse au cours d'une conversation complice. Je vous invite à sonder la créativité qui n'est autre, comme me le disait Einstein, l'intelligence qui s'amuse. C'est aussi inventer, expérimenter, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser tout en gardant son âme d'enfant. Tout un voyage au travers de l'art de sentir et de l'art de goûter. Des bobines de films qu'il distribue, puis produit, son premier métier, Gérald Wolf n'aura de cesse de dérouler sa vie en suivant son fil directeur, celui de faire du bien à l'autre. En effet, son rêve d'enfant était de devenir chiropracteur, mais sa route prendra la direction des paillettes à Cannes. 20 ans plus tard, il est temps pour lui de revenir à l'essentiel et de donner un autre sens à sa vie. C'est là qu'il croise les travaux du docteur Edward Bach et ce n'est qu'après hésitation et expérimentation qu'il les adopte et crée Elixir & Co. Après avoir regardé la nature de loin, Gérard l'observe scrupuleusement de près et se doit d'être à son écoute pour produire ses précieuses teintures mères des 38 fleurs de Bach. D'un naturel altruiste, accompagné d'une grande ouverture d'esprit, je vous invite à découvrir Gérard, un homme plein d'humilité, toujours à l'écoute des autres. Bonjour Gérard. Bonjour Bettina. Vous venez de faire en fait la cueillette et la solarisation de l'ajonc, une fleur qui aide au retour d'un comportement positif. Alors racontez-nous ce moment. Comment est-ce que ça se passe ? Vous voulez dire le moment d'une solarisation ? Oui. Bon, donc il s'agit d'un moment particulier qui est celui de la réalisation d'une essence de fleurs de Bach. Oui. Par la méthode que Bach lui-même a mise au point il y a très longtemps, puisque ça se passait vers 1931, c'est-à-dire ça fait pratiquement 90 ans. Oui. Donc pas tout à fait un siècle. Et il s'était rendu compte dans ses recherches que les fleurs qui étaient exposées au soleil au moment où il y avait de la rosée sur ces fleurs, eh bien, elles transmettaient à la rosée des propriétés que les fleurs du même buisson, par exemple, qui étaient non pas exposées au soleil mais qui étaient à l'ombre, et bien que pourvues de rosée, elles aussi, ne transmettaient pas. Donc sa conclusion face à cette observation était simple. Ça voulait dire que la chaleur du soleil avait permis l'extraction d'une propriété, d'une information, d'une qualité, appelez-le comme vous voulez, et qu'à partir de ce moment-là, cette chaleur solaire était non seulement suffisante, mais nécessaire, bien entendu, pour extraire des vertus, des qualités, des informations, des propriétés. D'accord. Et donc, ce que je pars faire 90 ans après, à Brocéliande, donc dans cette forêt légendaire, Oui. sur une lande où il y a comme une espèce d'océan ou de mer d'ajonc, eh bien c'est la même chose. Sauf que bien entendu, c'est lui qui l'a mis au point, c'est lui qui a trouvé cette méthode absolument magnifique. On coupe les fleurs, on les met à la surface d'un bol d'eau pure et de préférence d'une source jaillissante qui fait partie, on va dire, de l'environnement de la région. Oui. Les propriétés, elles aussi, que les gens connaissent depuis très très longtemps. Et une fois que le bol est rempli de cette eau, on met le bol au milieu des ajoncs sur le sol et on commence à couper les fleurs d'ajonc et à les déposer une à une sur le bol jusqu'à recouvrir totalement la surface du bol. D'accord. On fait ça, il est à peu près 8h30, 9h moins le quart du matin. Il faut aller, on va dire un quart d'heure pour faire 2 ou 3 bols d'ajonc que l'on pose sur le sol. Et il faut bien entendu que ce soit une journée magnifique, c'est-à-dire il n'y a pas un nuage dans le ciel, il y a un soleil magnifique, il n'y a pas de vent également, ça c'est très important. Et on va laisser pendant 4 heures maximum le soleil
les fleurs et l'eau interagir ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, cette lente montée en température, puisque l'eau que j'ai été prendre à la source Sainte-Apolline du côté de Campénéac, elle sort en gros à 8 ou 9 degrés. Et c'est extrêmement froid à 8 ou 9 degrés. Par exemple, l'eau du robinet, quand vous la prenez froide, chez vous ou chez moi, bah, quand elle est très froide, elle est à 15 degrés. Donc là, D'accord. c'est la moitié moins pratiquement Oui, oui, oui. de température Celsius, vous voyez. Donc ça n'est pas n'importe quoi. Et cette lente montée en température, elle va prendre plusieurs heures. Et les fleurs vont, pendant ces 4 heures, on va dire, de plein soleil, être chauffées, réchauffées. D'une certaine manière, c'est une espèce de cuisine qui a lieu. Et Mhm. j'emploie le mot cuisine à dessein parce que les fleurs d'ajonc sont des fleurs d'un jaune absolument intense, légèrement orangé, Oui, et qui en plus sont comestibles. oui. Et donc, un certain nombre de gens les utilisent pour leur salade ou pour leur dessert, et elles ont un goût qui est tout à fait intéressant. Et en même temps, quand elles sont mûres, elles ont un parfum tout à fait Oui. exceptionnel, très, Mhm. très exotique même. Personnellement, moi, ça m'évoque la vanille et le coco, les parfums, le parfum des fleurs d'ajonc. D'accord. Donc, il y a un peu gourmand là-dedans. Mhm. Et c'est avec ce côté gourmand, je ne sais pas si c'est pour ça, que Bach, lui, a trouvé que là où les fleurs d'ajonc, cet arbuste en tout cas, était capable de contrebalancer le désespoir que certaines personnes pouvaient avoir lorsque Oui. ils estimaient que plus rien n'était possible, qu'ils avaient tout tenté, tout essayé. C'était pas la peine quoi, de continuer à faire des efforts en réalité. Au fond, c'est quand ils avaient baissé les bras Mhm. que voilà, c'est terminé. Et donc ils pouvaient s'habituer à une souffrance, on va dire, chronique, que ce soit une souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance intellectuelle, quelle qu'elle soit, en se disant que c'était pas la peine d'essayer de trouver un remède quel qu'il soit, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, D'accord. et on est face à cette espèce de résignation, si vous voulez, ce désir de non, ne venez pas m'embêter, c'est pas la peine, j'ai tout essayé, ça ne sert à rien. Eh bien, l'ajon, d'une manière extraordinairement forte et subtile à la fois, va être capable de contrebalancer tout ça, de dépasser à la fois ce sentiment, cette impression et cette terrible réalité un peu désespérée, ramener de manière forte et valable, bien entendu, l'espoir et le désir de lutter à nouveau, de se battre à nouveau pour devenir vainqueur. Voilà. Mhm. D'accord. Et alors, cette fleur d'ajonc, on ne la trouve qu'à, ou vous, n'allez la solariser qu'à Brocéliande? Non, heureusement pas. La plupart, vous savez, la plupart des fleurs de bac sont des fleurs très communes, très courantes, euh, à toute l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest. Donc, on va dire très grossièrement qu'entre le nord de la Suède et juste un peu au-dessus de la Loire, et puis de Mhm. Brest jusqu'à la Tchécoslovaquie, la Hongrie, on en trouve. Hein, c'est la fleur du continent européen par excellence. Elles en font partie, toutes, sans exception. Et donc, comme ce ne sont pas des fleurs au départ qui sont des fleurs rares, Oui. l'ajonc c'est une espèce pionnière qui fait partie de la famille anciennement des papillonacées, des fabacées aujourd'hui, de la famille des pois, comme les pois de senteur hein, par exemple. Et donc, il y en a bien sûr à Brocéliande. Alors, c'est magnifique là-bas parce qu'il y a littéralement des océans d'ajoncs. On est perdu dans les ajoncs. Les grands ajoncs peuvent monter jusqu'à 3 mètres de hauteur. Ah Et oui, ça doit être impressionnant, ça doit faire comme une vague jaune sublime. c'est jaune et ça recouvre toute la lande et avec un ciel bleu intense, si vous voulez, c'est magnifique. C'est à la fois une opposition entre le bleu et le jaune et une conjugaison entre ces deux couleurs, quoi. C'est de la lumière incroyable, quoi, qui émane de ces buissons d'ajonc qui sont extrêmement resserrés. Et l'ajonc est un épineux aussi. Et un épineux très, très douloureux, hein, s'y pique, c'est le cas de le dire. Et c'est peut-être cette épine qui arrive d'une certaine manière, à réveiller les gens qui s'étaient résignés. C'est pas impossible, parce que Bach y a vu, disons, un sens figuré.
Et en tout cas, bon, il a parfaitement réussi ce coup-là, quoi. Et donc, D'accord. Et alors, vous êtes content de cette récolte de cette ah année? oui, c'est une assez belle récolte cette année. On fait chaque année ce dont on a besoin pour l'année en cours et on anticipe comme vraisemblablement ce qu'on doit faire pour reconstituer nos stocks. Et cette année, c'est très bien Oui. passé. Nous avons, dès le départ de l'année, pour nous, l'année, ça démarre fin février avec les fleurs de prunus, le prunus cerasifera, c'est-à-dire le prunier mirobolant. Ensuite, on a le tremble, le peuplier tremble. On a également l'orme qui devient très difficile à trouver. Les vieux ormes sont très très compliqués à trouver maintenant parce que malheureusement donc ils sont victimes d'une maladie qu'on appelle la graphiose de l'orme qui Oui. a démarré dans les années 60, si j'ai bonne mémoire, en Europe et qui a littéralement décimé tous les vieux ormes, quoi. C'est une maladie, un champignon microscopique qui monte dans la sève et qui tue littéralement les arbres. Et rares sont les ormes qui dépassent une trentaine d'années, quoi, aujourd'hui. Et D'accord. C'est une maladie qui est inhérente à la France ou elle est aussi dans d'autres pays? alors, les Anglais appellent ça the Dutch disease, c'est-à-dire la maladie hollandaise de l'orme. Bon, peut-être que c'est apparu en Hollande pour la première fois. Oui. Et donc, c'est les ormes du continent européen. Et D'accord. spécifiquement, pas toutes les variétés d'ormes, mais la variété qui nous intéresse, nous, qui est Ulmus procera, le grand orme, qui est un arbre, disons, de lisière, qui a toujours été, disons, l'accompagnateur, en quelque sorte, des hommes, de l'espèce humaine, Mhm. aussi loin qu'on s'en souvienne, qui a un bois absolument magnifique aussi. Et rares, encore une fois, sont les ormes qui vieillissent ou qui peuvent vieillir au-delà de 30 ou 40 ans. On en trouve de temps en temps qui ont échappé, donc c'est miraculeux, quoi. Voilà. Au vu de la pandémie, Elixir Co a mis au point 25 synergies pour pacifier nos émotions. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que vous les avez élaborées? C'est extrêmement simple. Au départ, j'en ai pas choisi 25, j'en ai choisi une dizaine et j'ai extrait littéralement les grands thèmes pour lesquels les gens venaient me consulter, me Mhm. demander donc des fleurs de bac, quels étaient les soucis quotidiens qui étaient les leurs, quelles étaient les problématiques qu'ils véhiculaient et pour lesquelles ils n'arrivaient pas, disons, à résoudre de manière satisfaisante une Mhm. souffrance intérieure, par exemple, ou une souffrance émotionnelle. Et donc, en vrac et rapidement, je dirais qu'il pouvait y avoir les peurs, bien entendu, les manques de concentration, les manques de confiance, les problèmes de stress, les problèmes d'urgence, effectivement, Oui. les problèmes de libido, les problèmes de dépendance aussi ou d'addiction. Bref, en gros, pendant, allez, entre 1994 environ et les années 2000, 2005, on a vécu en gros sur 10 à 14 réalisations de synergie qui correspondaient bien à l'époque et à ce que demandaient les gens. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez rajouté lesquelles? Alors aujourd'hui, on a rajouté à la demande, disons, des gens, un certain nombre d'autres qui concernent, on va dire, par exemple la minceur, le, le tabac, pouvoir s'arrêter plus particulièrement. Ce qui ne veut pas dire qu'avec une combinaison qui s'appelle dépendance, on n'y arrivait pas. Mais ça veut dire que les gens demandent en quelque sorte des choses qui sont un peu plus pointues, plus affinées Oui, par plus rapport à une ciblées. plus étroite, en Oui. quelque sorte. Mhm. Alors, même si le tabac ou on va dire le fait d'avoir un appétit hors limite Oui. rentre dans la catégorie de dépendance éventuellement, ça n'était pas satisfaisant pour les gens. Donc, ils ont demandé des choses à travers des consultations et c'est toujours à travers, si vous voulez, mes fiches de consultation que je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait vraiment des demandes. Et de ce point de D'accord. vue-là, donc, on a, on va dire, réaliser d'autres synergies, voilà, D'accord. complémentaires. Ok. Et parmi celles-là, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus demandées que d'autres? Oui, oui, oui. Et ça serait lesquelles? Notamment, euh, actuellement et depuis pas mal d'années, si vous voulez, bon, l'urgence est un petit peu hors catégorie, c'est sûr, puisque c'est ce que Bach lui-même avait réalisé, et c'est bien entendu lui qui m'a forcément donné cette idée. Et Oui.
lui, donc, avait appelé Rescue. Donc, nous, Rescue, chez nous, ça s'appelle Urgence. Et il y a surtout enfin, deux ou trois, l'une qui s'appelle Sommeil. Euh, Oui, Toute une catégorie de nos contemporains, énormément de gens donc, ont des problématiques liées soit à l'endormissement, soit à une qualité, encore une fois, de sommeil qui n'est pas véritablement suffisante pour être réparateur au niveau du sommeil. Vous avez également tout ce qui concerne le stress. mhm, Et là, c'est une demande extrêmement importante. Donc le sommeil, le stress, effectivement, sont des choses très importantes. Et depuis que le Covid est là, j'avoue oui. que cette synergie qui s'appelle peur, qu'on a fait dès le départ, semble avoir pris, on va dire, une dimension tout à fait particulière. Il y a énormément d'angoisse, si vous voulez, qui se joue pour des raisons qui tiennent effectivement aux circonstances, quoi, à travers lesquelles nous passons tous. Et Tout à fait. Et puis un manque de visibilité oui, de savoir vers quoi on oui, va. tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, la perspective de l'avenir n'est plus du tout ce qu'elle a, et encore une fois, ce qu'elle pouvait être, ou ce qu'on pouvait espérer, ou ce que la plupart des gens pensaient qu'elle serait, quoi. Oui, Donc, oui, de ce oui. point de vue-là, il y a un côté, on tourne en rond, on est déboussolé, on va mal. Il y a un problème de management mental extrêmement important également, dont on n'arrive pas à descendre, si vous voulez, avec un côté Oui. parfois obsessionnel, ce qui fait dire à un grand nombre de gens, disons, de la profession médicale traditionnelle, que le Covid n'aura pas que, encore une fois, des implications qui soient purement respiratoires, Oui. mais qu'on sait déjà dès aujourd'hui, que ce soit par les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychologues, que Mhm. ça coûte extrêmement cher sur le plan de la santé. Et je parle pas Oui. Et la santé oui, mentale. là, je parle même pas de finances, je parle encore une fois, de la santé mentale, telle que vous dites, Mhm. et que ça coûte très cher parce que les dommages sont parfois irréparables pour des personnalités qui sont fragiles ou qui sont éventuellement intouchables. C'est très compliqué. Voilà. Alors maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive et bien-être avec Gérard pour apprendre à mieux le connaître. Donc, place à la note découverte. Dites-nous quel est votre souvenir olfactif le plus fort. Mon souvenir olfactif le plus fort. Alors j'avoue que euh, c'est très très difficile parce que Vous en avez euh, peut-être plusieurs. oui, il y en a forcément plusieurs. Euh, il y a les choses, disons, de la petite enfance, hein, bien entendu, Oui. qui sont là et sur lesquelles on peut difficilement, je dirais, mettre, euh, comment dire, un nom. Mais en Mhm. réalité, un de mes souvenirs olfactifs les plus forts, c'est celui d'un soir d'été dans le Midi, et plus exactement du côté des Galières, où après une journée étouffante, littéralement ensoleillée, écrasée de soleil, j'étais en train de monter dans la rue principale des Galières après la petite église et brusquement, j'ai senti là l'odeur d'un figuier extraordinaire. Oui. Et donc le vent chaud m'a apporté ce parfum qui était à la fois sucré et poivré, figuier des Galières. Et c'était quelque chose d'absolument inouï. Je crois que j'ai rarement eu autant de, de surprise, de plaisir et Mhm. et de sensation d'être littéralement porté vers euh, ce- cet être. Je voyais bien que ça ne pouvait être qu'un figuier, quoi. C'était pas possible autrement. Et je suis tellement très sensible à la fois à cet arbre, à ce végétal. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Et je suis un adorateur des figues également. Oui, je vous comprends. Donc, C'est plus que merveilleux. j'avoue que c'est certainement mon plus grand souvenir olfactif. Bon, ça doit bien faire une vingtaine d'années. Mais c'est pas la seule fois que j'ai aimé ce parfum de figue, quoi. Mais là, il était complètement Mhm. cadré.
C'était tout à fait Et puis extraordinaire. c'était peut-être un moment donné où vous l'attendiez le moins. Donc il vous a pris par Complètement. surprise. C'était une surprise totale. C'était une surprise totale. Il avait fallu attendre le soir, le crépuscule, pour que un tout petit peu de fraîcheur, à peine de vent, brusquement, cette légère brise amène ce parfum. C'était incroyable. Incroyable. D'accord. Est-ce que vous diriez que les odeurs et les parfums vous ont toujours accompagné dans votre vie ou pas plus que ça? Oh, disons que c'est quelque chose qui me, euh, oui, je veux dire, il y a une sensibilité. Vous dire le contraire, ce serait faux. J'ai une sensibilité, mais je dirais que j'aime bien certains parfums boisés, j'aime bien certains parfums épicés, que je qualifie moi d'épicés. Je Mhm. suis certainement, puisque je suis un peu gourmand, sensible gustativement, effectivement, à différents genres de cuisine. Que ce soit des cuisines sud-américaines, asiatiques, des cuisines d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, à la cuisine française, à la cuisine slave. Enfin, il y a tellement de choses absolument extraordinaires qu'on peut trouver. Et je suis personnellement un amoureux des îles, où qu'elles soient. Mhm. Je veux dire, il y a sur notre globe terrestre une latitude où il y a des îles merveilleuses tout autour du monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais encore continuer à y voyager. Et il y a dans ces îles à chaque fois un sentiment, bien entendu, bien sûr, d'isolement, c'est clair, mais aussi, même s'il est pas tout à fait juste aujourd'hui, puisqu'on y va en avion et c'est relativement simple, mais en même temps, il y a un sentiment presque de protection, c'est-à-dire c'est un peu comme si le monde extérieur allait avoir vraiment du mal à me retrouver là et à me faire du mal, quoi. Mhm. Donc, C'est votre échappatoire. il y a une sensation, oui, 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 tout à fait, il y a une sensation de protection. D'accord. Alors, en fait, votre première passion a été le cinéma d'art et d'essai. Et Oui. donc, pendant une vingtaine d'années, vous avez été distributeur et producteur de films. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme joie, comme surprise et peut-être aussi comme déception? Ah bah, tout était forcément intimement lié ou mêlé. Ça aurait pu être merveilleux de n'avoir que des succès dans ce Oui. domaine. J'ai commencé, comme vous l'avez dit, par être distributeur de films. Mais ça s'est passé d'une façon un peu, un peu curieuse. J'étais un grand amateur de cinéma. Je trouvais ça merveilleux, le cinéma, l'image animée, ça m'a toujours fasciné. J'ai adoré aussi bien les comiques du cinéma américain, euh, muet, que ce soit Chaplin, Buster Keaton, que ceux qui étaient du cinéma parlant, même Laurel et Hardy, moi ça m'allait très bien. Oui. Et puis même aussi, j'ai été un fou comment dire, des programmes de dessins animés un peu plus tard. Ceux de Fred Kimby, Tom et Jerry, par exemple, ça m'allait très bien, ou le Coyote. J'étais un malade de ce genre de truc, quoi. D'accord. Et puis un jour, j'ai découvert que le cinéma, bah oui, ça pouvait aussi véhiculer un certain nombre de thèses, de thèmes et de problématiques tout à fait intéressantes par rapport à la vie. Et c'est vrai que le cinéma, bah, c'est un miroir que l'on me propose, Mhm. quoi. Il ne prétend pas résoudre les problèmes, mais en tout cas, il prétend les montrer. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et j'avais dans ma famille à l'époque quelqu'un qui venait d'épouser un producteur de films et distributeur de films Oui. portugais. Donc c'est une cousine. Et cette personne, donc, qui venait vivre en France avec ma cousine, m'avait dit un jour, bah, écoute, si tu veux, on s'entend bien tous les deux, et pourquoi est-ce que tu voudrais pas devenir distributeur de films? J'avais trouvé que c'était curieux qu'il me Oui. propose ça. Et puis, au bout d'un certain temps de réflexion, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme distribution? Il dit, bah, tu vois, je suis portugais, et il y a quand même 800 000 Portugais en France et ils n'ont rien pour eux. Ah bon? Comment ça, ils n'ont rien? Ben non, tu vois, ils sont dans des conditions difficiles, ils habitent des bidonvilles comme Nanterre ou autres, ils n'ont pas de produits culturels qui viennent de leur pays. Et moi, chez nous, on a des films, on pourrait leur proposer des films. Ah, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Et à l'époque, le cinéma portugais, bon,
Là, c'est pas un grand cinéma, hein. Il faisait que 2 films produits par an, donc il n'y en avait pas énormément. Donc Et vous finalement, voilà parti dans l'aventure. je suis parti dans l'aventure. J'ai dit banco, allez, on y va. Et donc, j'ai monté un réseau de distribution non commerciale de films portugais pour les Portugais de France, à travers des maisons des jeunes et de la culture, des centres culturels, même des maisons de la culture Oui. parfois. Et effectivement, on faisait ça avec une personne très dévouée, une secrétaire qui était portugaise. Moi, je ne parlais pas un autre portugais, hein, bien sûr. Et on leur proposait des films de chez eux. Et donc ça a duré pendant combien de temps? Oh, moi, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, puis au bout d'1 an et demi, cet homme, donc, je suis allé le voir, je lui ai dit, c'est bon, il y a 800 000 Portugais, mais il y a quand même 52 millions de Français. Il m'a dit, oui, alors. Je lui ai dit, bah, quand même, moi, tu sais, le cinéma que j'aime, c'est pas le cinéma portugais que je comprends pas, c'est beaucoup plus, par exemple, le cinéma d'arrêt, il dit, oui, non, mais alors là, tu vois, moi, j'ai pas envie de continuer, parce que je fais ça déjà dans mon pays, c'est pas pour remonter une autre affaire comme ça en France. J'ai dit, bah, écoute, dans ce cas-là, c'est pas grave, on se sépare, et puis c'est tout. Et puis moi, je vais au Festival de Cannes, puis on verra bien ce qui se passera. Bon, bah d'accord, bon vent. Et voilà. Et donc, je pars pour Cannes. Et c'est là où en fait vous devenez plus producteur. Et là, si vous voulez, bon, j'ai rencontré les gens qui étaient les gens du mouvement des cinémas dits d'arrêt-essai, avec notamment le président qui était Pierre Lescure à l'époque, qui était, oui, c'était lui, oui, effectivement, pas celui de Canal+, mais quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc, il m'a très gentiment accueilli en me disant, mais qu'est-ce que vous venez faire? J'ai dit, ben voilà, moi j'aimerais distribuer des films d'arrêt essai pour les salles d'arrêt essai. Oui. Oh, formidable, bah, écoutez, venez donc assister donc à notre convention. Et pendant 3 4 jours, j'ai assisté à la convention, il m'a présenté à tous les gens qui avaient des salles d'arrêt essai, et je me suis retrouvé en quelque sorte un peu le dernier arrivé, le petit dernier, le chouchou, et au grand festival de Cannes, qui commençait 4 jours après, et ben, ils ont décidé de me présenter à des producteurs hongrois, tchèques, qui faisaient un cinéma différent, où il y avait des gens qui n'étaient pas connus à l'époque, mais qui s'appelaient Milos Forman, par exemple, Oui. Et à leur qui début. s'appelait Miklos Jancho aussi, enfin bon. Et donc, j'ai rencontré ces gens-là grâce à eux. Et ils m'ont confié, voilà, ils m'ont confié leurs films que j'ai pris et sur lesquels, bah oui, j'ai décidé d'investir de l'argent, de mettre de l'argent dans des copies, dans de la publicité, puis de les sortir dans des salles d'arrêt essai. Et donc, je suis devenu un distributeur de films d'arrêt essai. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Plusieurs années, pendant 5 6 ans au moins, oui, oui. Et puis j'ai commencé pour rendre service, et c'est toujours comme ça, disons, à un producteur à qui il manquait un peu d'argent, donc de lui donner un peu d'argent. Et c'est comme ça que, heureusement ou malheureusement, parfois on rentre dans le métier de la production. Et, et donc voilà, et les choses se sont en quelque sorte embrayées de cette manière-là. Et Et alors vous diriez que quelle a été votre plus belle victoire pendant ces bon, années-là? pendant ces années-là, je me souviens par exemple d'avoir beaucoup aimé un film de Miklos Jancho qui s'appelait Psaume Rouge, euh, d'avoir bon, plus ou moins participé avec un copain qui avait monté les salles des Saint-André-des-Arts, Roger Diamantis, qui Oui. malheureusement n'est plus aujourd'hui. Donc je lui ai fourni un certain nombre de films. Un autre film d'un Hongrois qui s'appelait Karulimak, qui avait obtenu aussi des prix au Festival de Cannes, un film qui s'appelait Amour, qui était splendide. Le premier film de Nagisa Oshima, un japonais, qui s'appelait Une petite sœur pour l'été, si j'ai bonne mémoire. Bref, des films, j'ai dû en distribuer sur une période d'une vingtaine d'années, voire peut-être 150 ou 180. D'accord. Et puis j'ai fait aussi, donc, comme je vous l'expliquais, de la coproduction, plus que de la production déléguée, mais pas mal de production, puisque j'avais à l'époque un certain talent qui était celui d'aller voir un banquier, de demander de l'argent pour des gens qui en avaient besoin, pas moi, mais des gens qui étaient producteurs. Et donc, voilà, c'était comme ça. C'était, c'était des années, je dirais, étonnantes, qui faisaient qu'il y avait des moments où on était en haut, il y a des moments où on était en bas, puis bon. Mhm. Et donc j'ai connu plusieurs fois, donc de ce point de vue-là, j'ai fait plusieurs fois le tour
du succès, de l'échec plusieurs fois. Et c'est vrai qu'un jour, au bout d'une vingtaine d'années comme ça, je me suis dit, mais je vais quand même pas passer ma vie à faire ce genre de choses là. J'ai l'impression d'être obligé de jeter de la poudre aux yeux, quoi, de tout le monde, chose d'autre dans la vie, quoi. Ouais. Donc tout d'un coup, vous étiez plus en adéquation ou oui, avec ce que vous aviez envie de faire et vos valeurs, tout simplement. Oui, voilà. Voilà. En plus, si vous voulez, bon, moi, pour tout vous dire, j'avais accepté cette proposition de faire quelque chose dans le cinéma pour les Portugais parce que j'avais au départ de ma vie un désir qui était celui de devenir chiropracteur. Chiropracteur, bon, pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que on avait des amis dont le fils, des amis Oui. qui habitaient Lausanne, était devenu chiropracteur. Et j'avais une grande admiration pour ce gars-là. Moi, je devais avoir 12 ans quand il était revenu donc, du National College chiropractique de Chicago et qui s'était installé donc, à Lausanne. Et quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire, bah, je disais bah, lui, c'est formidable. Il guérit les gens, il aide les gens. Voilà, j'ai envie de faire ça. Et mes parents me disaient régulièrement bah, écoute, tu passes ton bac, puis on verra. Si tu l'as, pourquoi pas. Et j'ai passé mon bac, et comme au National College of Chiropractic, le bac philo était suffisant, bah, j'ai passé mon bac philo parce que j'étais pas un foudre de guerre quoi, au niveau des études. Et j'avais juste envie de réaliser mon rêve, quoi, partir 4 ans à Chicago, devenir chiropracteur et revenir s'installer. Sauf qu'en France, ce diplôme n'était pas reconnu à moins d'être soi-même déjà docteur en médecine, ce que je n'étais pas du tout. Et mes parents donc ont réfléchi et ont pris une décision contraire à celle qu'ils m'avaient proposée en disant passe ton bac et on verra après. Ils m'ont dit bon bah t'as ton bac mais c'est pas possible quoi. On va pas te laisser partir 4 ans comme ça. Non non non. Et donc j'étais vraiment déboussolé, littéralement. Je ne savais plus D'accord. quoi faire. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas pris quelque chose la première chose qui venait, mais presque en image. Non, c'était un peu ça quand même, mais en même temps aussi, il faut dire que la personnalité du gars qui était portugais, c'est un type tout à fait intéressant, qui avait remarquablement réussi, qui parlait 5 ou 6 langues, et qui était intelligent, qui était sensible, et on avait les mêmes idées à propos des grands auteurs du cinéma et des grands auteurs même Mhm. de l'art. Donc ça vous a réconforté quelque part. Oui, 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 tout à fait, voilà. Voilà, voilà, donc je suis passé d'un rêve, d'un désir de chiropracteur à celui du cinéma. Puis au bout de 20 ans, je me suis dit, non, ça suffit, il y a autre chose dans la vie que jeter de la poudre aux yeux des gens. D'accord. Alors maintenant, on va aller à la rencontre des fleurs de bac. Donc en fait, racontez-nous comment vous les avez rencontrées. Au bout d'une vingtaine d'années on va dire, de parcours dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel, puisque j'ai dû faire aussi de la télévision, j'ai dû produire pas mal de vidéoclips, enfin bref, de films également pour la publicité. Donc, au bout de toute cette période, je me suis dit, j'arrête. Il faut absolument que je me mette en disponibilité et que je vois, que je ressente au fond ce que la vie pourrait bien me proposer si j'ai quelque chose d'autre à faire. Voilà. Donc j'ai pris cette décision D'accord. et je suis devenu disponible, ouvert. Et donc cette disponibilité m'a permis d'écouter les gens. Ceux que je rencontrais par exemple sur les marchés bio, quand j'allais, je sais pas, dans les rayonnages de la FNAC. Et donc j'ai fini par m'acheter quelques bouquins. Et parmi ces bouquins qui me semblaient intéressants, il y en avait trois. Il y en avait un qui était celui de Maria Treben, qui est une guérisseuse phytothérapeute autrichienne, Oui. qui n'est plus au monde aujourd'hui, mais donc qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait La guérison à la pharmacie du bon Dieu. La pharmacie du bon Dieu étant pour elle, bien entendu, le vaste champ, les vastes champs de la nature. Oui, bien évidemment. Elle donnait des tas de recettes tout à fait formidables pour traiter différentes affections, ou maladies, ou maux, en tout genre. Et puis Mhm. un autre livre m'avait vraiment retenu mon attention. C'est un livre à propos des huiles essentielles. Et donc, j'ai découvert à cette époque, on était à peu près, je sais pas, au milieu des années 80 ou un peu plus, tout,
tout ce que ça voulait dire, les huiles essentielles. J'avais trouvé que c'était extraordinaire d'avoir ces produits précieux. Évidemment, il fallait énormément de matériaux naturels pour obtenir ces quelques gouttes ou quelques grammes merveilleux qui avaient une propriété Tout à fait. fantastique. Et puis, il y avait un troisième bouquin que j'avais acheté à la FNAC, je me souviens, écrit par un médecin qui vit toujours, lui, qui s'appelle le docteur Christian Falschaller, médecin suisse, euh, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Ces merveilleux remèdes du docteur Bach. Alors, évidemment, je ne connaissais Oui. pas. Bon. Et bon, bah, j'ai pris les bouquins, je les ai achetés, je les ai feuilletés. Enfin, j'ai commencé par le livre de Maria Treben, puis ensuite les huiles essentielles. Je trouvais ça vraiment formidable, les deux. Et puis un jour, je prends le petit bouquin de Chalère et je commence à lire. Et au bout de 3-4 pages, je me dis non, mais il se fout du monde, ce type, quoi. C'est pas vrai tout ce qu'il raconte. C'est trop beau pour être vrai, mais si c'était vrai, ça devrait se savoir, quoi. Oui. Bon, bon, je me suis fait avoir avec ce bouquin. Je n'étais pas content. Je l'ai violemment foutu par terre au bout de 3 pages de lecture. Malgré tout, je continuais à demander, quand j'allais sur les marchés bio ou ailleurs, à des gens, vous connaissez les Oui. fleurs de bac? Et bon, les gens disaient à 80% non, qu'est-ce que c'est? Je dis non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis à ceux qui me disaient, ah bah oui, je dis ah bon, alors c'est comment? Bah, enfin moi j'en ai pas pris, me disaient les gens, mais je connais quelqu'un qui en a pris. Ah bon, d'accord, oui, bon, ok. Et un jour, je passe comme ça devant l'herboristerie, pardon, devant la librairie du Luxembourg, et une vitrine qui est composée uniquement de bouquins qui parlent des fleurs de Bach. Était-ce un hasard? Voilà, c'est une coïncidence incroyable. Donc j'entre dans la librairie et le libraire me dit, monsieur, vous désirez? Je dis, écoutez, je voudrais comprendre. Là, vous avez plein de bouquins sur les fleurs de Bach. Ouais. Et donc, avec ces bouquins sur les fleurs de Bach, vous en vendez beaucoup? Bah ouais, j'en vends quelques-uns. Je dis, mais vous, les fleurs de Bach, vous en avez déjà vu? Il dit, non. Bah, je dis, donc, les fleurs de Bach, c'est l'arlésienne. Mais pourquoi vous dites ça? Bah, je dis, parce que voilà, tout le monde en parle, mais personne ne la voit. C'est l'Arlésienne de Bizet, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Personne ne la verra jamais, tout le monde en parlera. Le type me dit, oulala, attendez, si vous voulez en voir ou en avoir, bah, je dis oui. Il me dit, vous sortez de chez moi, vous faites 2,50 m à gauche, et là vous en aurez. Je dis, c'est pas possible. Si, si, monsieur, allez-y. Donc je sors presque en courant de chez lui. 2 mètres à gauche, il y a une herboristerie qui s'appelle les Herbes du Luxembourg. Je tape. Tout à fait. Et c'était tenu par une dame d'origine allemande qui s'appelait Erika Laïs, donc et elle me dit, monsieur, vous désirez? Je dis, je voudrais des fleurs de bac, s'il vous plaît. Elle me dit, oui, laquelle? Ou lesquelles? Ah! Elle me dit, ah, mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Je dis, non, non, je ne sais pas. Elle dit, bah, écoutez, tenez, voilà, je vais vous donner une petite bouteille de ce que Bach appelle Rescue, et elle m'explique comment faire, comment s'en servir. Donc, je dis parfait, très bien. Combien je vous dois? Et la dame me dit 55 francs. On était en francs à Oui, l'époque. oui, oui. Comment 55 francs pour une aussi petite bouteille? À l'époque, les fleurs de bac étaient dans des bouteilles de 7 millilitres et demi. Mhm. Tout petit petit. Hein. Aujourd'hui, elles sont très souvent vendues à l'unité par cette marque anglaise dans des flacons 3 fois plus grands. Mhm. Mais voilà. Et donc, je lui disais, mais c'est ridicule. Elle me dit, non, non, vous verrez, si un jour vous êtes bouleversé ou très énervé ou que ça va mal, vous prenez 4 gouttes, c'est tout. Et vous verrez, voilà, ça se passera. Bon, d'accord, je paye, je mets la bouteille dans ma poche et je l'oublie. Et Donc, à quel moment vous l'avez utilisé pour la première fois? eh bien, je l'ai utilisé, je pense, 3 semaines ou un mois plus tard. Quand je me suis retrouvé dans une situation de vie où j'étais particulièrement énervé, contrarié, en colère, malheureux, éructant de haine littéralement, par rapport encore une fois, quelqu'un qui, pour moi, m'avait trahi, trompé. Voilà. Oui. Donc, vous étiez dans la situation parfaite pour prendre ses fleurs. Ah, mais c'était parfait, mais je ne le savais pas. Et ça faisait 3 semaines que dans cette situation,
j'en voulais à tout le monde, et plus particulièrement à cette personne, quoi. Et j'arrivais pas à me calmer, je dormais pas la nuit, j'étais dans un état lamentable. Et tous les matins, après m'être réveillé peut-être 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la nuit, j'étais fatigué comme tout, et mes journées se passaient lamentablement. Enfin, j'étais vraiment dans un état très très vilain, très moche, quoi. Et tout d'un coup, vous êtes souvenu de cette petite bouteille? Et oui, précisément, précisément. Je me souviens que j'en avais une dans la poche. Je sais que la dame, elle avait dit qu'avec quelques gouttes, bon, allez, quelques gouttes. Alors, il est 11 heures du soir, je vais prendre ma bouteille, je la débouche, je mets 4 gouttes dans un peu d'eau, je bois, et il ne se passe rien. Et j'ai dit, mais alors vraiment, je suis le dernier des derniers, je suis le roi des Maintenant, imbéciles, je me suis fait avoir avec continue. le bouquin, maintenant je me fais avoir avec le produit, je suis un gogo définitif. Tout ce qui m'arrive, je le mérite. Tant pis pour moi. Bref, c'était encore pire. Au bout d'un temps, que moi je dirais inappréciable, mais qui peut être une minute et demie, maximum 2 minutes, brusquement toute la rage, toute la haine, toute la colère, tout le désespoir qui m'habitait disparaissent en un instant. Un Oui. petit peu, vous savez, l'ardoise magique des enfants. Vous écrivez, puis vous faites tchac, tchac, hop, ça disparaît. Alors là, je suis parti me coucher. Et pour la première fois depuis 3 semaines, j'ai dormi, mais magnifiquement. Mhm. Et le lendemain matin, eh ben, je me suis dit, oh là, pourvu que le manège mental ne revienne pas. Et il n'est pas revenu. Oui. Qui, à ce moment-là de ma vie, était en train de vouloir me réinscrire en fac pour devenir orthophoniste parce que j'avais trouvé que c'était peut-être quelque chose de bien mieux que le cinéma. Et j'avais assisté à 2 ou 3 conférences merveilleuses du professeur Tomatis, Oui. qui était capable d'aller chercher des enfants autistes en leur passant de la musique de Mozart filtrée sur les oreilles. Enfin, c'était... Ah, complètement. C'était un monsieur extraordinaire. Moi, j'ai suivi des choses avec lui. Je suis passée entre ses mains. Ah bah voilà. Eh bien, vous voyez Bettina, j'avais fait mon dossier, j'étais sur le point de le déposer à nouveau en fac, de refaire 3 ans d'études, parce que je me disais là au moins je servirais vraiment à quelque chose. Eh bien, ce jour-là, quand je me suis rendu compte de ce qu'avait été l'effet des fleurs de bac pour moi, j'ai dit non, c'est pas orthophoniste, mais je veux tout savoir Alors, sur les fleurs de bac, d'où elles viennent, comment apprendre les choses. Et à partir de ce moment-là, je suis reparti à la FNAC, je me suis racheté les quelques bouquins qu'il y avait, oh, il y en avait 5 ou 6, pas plus à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 2,50 m ou 3 mètres, hein, qui se disent à peu près tous la même chose, mais bon, c'est pas grave. mhm. Et donc j'ai regardé où étaient les adresses, qui faisait quoi. Et donc je suis parti en Grande-Bretagne à ce moment-là. Oui. Donc, en fait, une fois ça fait, vous avez poursuivi votre chemin en allant vous former Et ça, en Angleterre. voilà, c'est ce qui s'est passé auprès du Centre Bac et également auprès de quelqu'un qui s'appelle Julian Barnard, donc qui avait travaillé au Centre Bac longtemps avant et Oui. qui avait décidé lui-même donc de constituer sa propre gamme de fleurs de bac à l'époque. Et voilà. Et donc je suis devenu une sorte de conseil thérapeute bénévole pendant un an et demi plutôt. Mais cette formation, elle a duré combien de temps? Oh, c'est une formation qui durait quelques jours, 2 jours, 3 jours au départ, c'est tout. Et c'était rien d'autre. Mais par contre, j'ai lu, effectivement, avec beaucoup d'attention, tout ce que Bach avait pu écrire, quelques autres livres, notamment celui de ses successeurs, comme Nora Wicks et Victor Belen. J'ai lu toute la correspondance de Bach. Oui, oui, Enfin, vous êtes complètement plongé dans l'univers de Bach. totalement, totalement, totalement. C'est juste prodigieux. Et je peux dire qu'à la lecture de certaines de ces pages ou de certains de ces paragraphes, j'avais l'impression que ce que je lisais était en train d'ouvrir des portes à l'intérieur. Voilà. Et Mhm. envoyer D'accord. Alors, une fois cette expérience positive des fleurs de bac, vous m'avez raconté que vous avez oui, donné des consultations. Donc, est-ce que vous pouvez oui. nous en dire plus? Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? Oui. Alors, les consultations au départ, et c'est ça qui était tout à fait étonnant, c'est que je m'étais dit que quand je rentrerai en France, il faudrait que j'arrive effectivement à trouver quelque chose qui me permette de pouvoir aider les gens qui pourraient en avoir besoin. Mais comment?
aider les gens qui pourraient en avoir besoin. Comment les découvrir, ces gens-là? Eh bien, je me disais que le meilleur moyen de les découvrir, c'était peut-être de leur dire ce qu'étaient les fleurs de Bach, ce qui existait en matière de fleurs de Bach. Pour les toucher, ben, il faudrait que je puisse avoir un rapport avec eux. Et ce rapport, moi qui fréquentais par exemple le marché bio de Raspail ou les autres marchés bio autour de Paris, euh, celui de Nogent-sur-Marne ou celui de, de la route de la Reine à Boulogne-Billancourt, j'avais réussi à trouver quelqu'un qui tenait un stand qui avait des tisanes et des huiles essentielles et qui avait accepté que je vienne avec un petit Et vous coffret de partagiez fleurs de son Bach stand. et de l'aide de sur les fleurs de Bach. Et donc, ces coffrets de fleurs de Bach, les gens s'arrêtaient devant et disaient mais qu'est-ce que c'est? Je disais, ah, vous ne connaissez pas les fleurs de Bach? Alors, tenez, je vous donne ce document. Et il m'expliquait dans le document que je donnais, bien entendu, ce qu'étaient les fleurs de Bach, à quoi elles servaient. Alors, les gens étaient toujours forcément un peu méfiants au départ. Ils se demandaient qui était ce grand type un peu étrange, un peu bizarre, qui parlait de fleurs, et c'était des bouteilles avec des gouttes. Bon. Et donc, malgré tout, bon, il y en avait qui revenaient, et puis il y en avait qui me disaient, mais moi j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien, mais bon, ici ça me gêne un peu. Je dis, bah, écoutez, voilà, vous avez mon téléphone, vous m'appelez quand vous voulez. Et donc, certaines de ces personnes m'ont appelé. Et quand ils m'appelaient, évidemment, bon, ils étaient quand même assez méfiants. Et donc, ils décidaient, par exemple, de ne pas me voir chez eux, mais ils me donnaient des rendez-vous dans des endroits un peu curieux. Dans Oui, un peu improbable. Et alors, est-ce que parmi toutes ces consultations, il y a oui, eu des choses oui. étonnantes? En fait, je me souviens de gens qui m'ont donné des rendez-vous dans des bistrots, sur des terrasses de bistrots. Alors moi, j'arrivais avec mon coffret de fleurs de Bach, ma petite bouteille d'eau, les bouteilles vides, euh, et puis donc on était à une terrasse. Alors pour eux, c'était pas dangereux, quoi. Il y avait du monde, on ne sait jamais qui est-ce qu'on fait rentrer chez soi. Sinon. Euh, Mhm. Exactement, ils étaient méfiants. Il pouvait Et rien donc, leur arriver. ce qui était étonnant, c'est que, bah oui, la consultation, elle durait le temps qu'il fallait, c'est-à-dire une demi-heure ou trois quarts d'heure. Il, il finissait au bout de quelques mots par se dire, bah, après tout, oui, j'ai pas grand risque à exprimer ce que je ressens. Et donc, bah voilà, il le disait, je leur posais quelques questions à un moment donné pour essayer de faire une synthèse, et on continuait. Et pendant ce temps-là, il y avait généralement les garçons qui servaient les gens qui étaient à la terrasse, qui tournaient autour de nous en se demandant qu'est-ce que c'était qu'on était en train de faire avec ces petites fioles, avec ces trucs qui étaient bizarres, et on avait juste demandé inviter le citron, et en tout cas pas d'alcool. C'était un peu particulier. Et donc, il Mhm, y avait un mhm. côté un peu sorcier, quoi, finalement, d'une certaine manière. Et parfois, les garçons, après, me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi que vous avez là-dedans? Et, ah bon? Et alors, bah, parfois, oui. Bah écoutez, tiens, j'ai peut-être quelqu'un, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être éventuellement en avoir besoin. Bah, je dis, bah écoutez, voilà, c'est facile. Vous lui donnez mon téléphone. Donc en fait, ça s'est fait par le bouche à oreille dans un premier temps. C'est exactement ça. Ça s'est fait par le bouche à oreille et surtout, ça s'est fait parce qu'il y a eu une efficacité très réelle, bien entendu, parce que sinon, ça n'aurait eu aucun intérêt. Et que les gens, par exemple, qui demandaient des consultations et qui les avaient, euh, autour d'eux, étaient capables non seulement de dire, mais de montrer qu'il y avait eu une évolution dans leur comportement, dans leur attitude, dans ce qui représentait pour leur entourage avant un niveau de souffrance qui avait disparu. Ouais. Ah non, mais c'est absolument impressionnant quand on y pense, parce que c'est vrai, comme vous venez de le dire, c'est des petites bouteilles où effectivement, en fait, ce sont des dilutions de la solarisation que vous avez faite. Après, vous faites aussi des synergies. Et c'est vrai que, bon, c'est en même temps, si on regarde bien les choses, c'est tout le pouvoir de la nature qui est concentré là, et on en voit les effets. Et pour avoir testé moi-même, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et c'est assez intéressant de voir l'impact que ça peut avoir. Et,
et comment ça peut effectivement venir aider. Et voilà. Alors, donc, avant de poursuivre sur la création d'Elixir & Co, je vous propose de faire une petite pause donc, sur les fleurs de Bach. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui était le docteur Bach? Oh, alors, moi j'ai toujours été un fervent admirateur du travail d'Édouard Bach, hein, bien entendu. J'ai toujours pensé que cet homme avait fait des choses absolument exceptionnelles, grâce à son don d'observation, bien entendu, et à cette volonté inaltérable, je dirais, de trouver des remèdes aux maux habituels et surtout des remèdes de guérison. Le grand mot est lâché, puisque lui, à son époque, c'était une vedette de la recherche médicale anglaise. Bien entendu, c'était un chercheur, c'était un médecin qui a obtenu ses diplômes de médecine tout à fait classiques, orthodoxes, et qui s'est ensuite assez vite tourné vers l'homéopathie, qui a trouvé que c'était tout à fait merveilleux et qui a, de ce point de vue-là, donc mis au point pendant quelques années des vaccins, disons pour traiter les maladies chroniques ou endémiques intestinales qui ravageaient littéralement le continent européen à l'époque. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien de tel. Et donc Bach, à une certaine époque, donc dans les années 1920, a été engagé à l'hôpital homéopathique de Londres et a mis au point un certain nombre de vaccins qu'on a appelés, ou que lui baptisait nosodes. Ces vaccins sembleraient être toujours en vente, en exercice, disponibles dans l'Europe du Nord aujourd'hui, et Oui. également, je crois, en Allemagne et en Belgique. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, il y avait 7 vaccins globalement. Et ce qui contrariait beaucoup Bach, c'est que c'est pas que ces vaccins marchent merveilleusement bien et qu'ils aient contribué à sauver des dizaines de milliers de vies humaines. C'est pas ça. Mais ce qui le contrariait, c'est qu'il partait de matières à polarité négative, puisqu'il s'agissait au fond des selles des individus qui étaient malades, qu'il allait traiter, bien entendu, pour ensuite être Oui. réinjectés sous forme d'une seule dose et qui permettait bien entendu la guérison littéralement. Mais c'était ce départ donc d'une polarité négative qui le gênait vraiment beaucoup. Et donc vers 1928, il a décidé d'aller jeter un petit coup d'œil sur les endroits où il passait ses vacances avec ses parents quand il était jeune, c'est-à-dire près d'une rivière du Pays de Galles, un endroit qui s'appelle Creek Orwell. Et il s'est mis à observer Oui. les végétaux. Il se disait que ce serait bien, effectivement, et même merveilleux de pouvoir trouver dans la nature des éléments naturels à polarité positive. Alors, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, les homéopathes faisaient comment est-ce qu'on appelle ça, leur source. Il y a un autre mot que je n'arrive pas à retrouver, mais c'est eux qui préparaient leurs remèdes la plupart du temps. C'est-à-dire ils allaient dans la nature chercher des minéraux, chercher des végétaux ou même des animaux, et ils les transformaient. Et Bach, un jour, est sur les bords de la rivière Eust, Oui. à Cricowell, et Mhm. voit sur une berge, à quelques 100 mètres ou 200 mètres, une espèce de banc, on est au mois de juillet, une espèce de banc de très très grandes fleurs. Il s'approche de ces fleurs, elles font 2,50 m, les végétaux font 2,50 m de haut, les fleurs sont très très grandes, à peu près on va dire des orchidées, elles ont une couleur un peu pourpre cramoisie, et elles se passent doucement comme ça sur la brise. Et il Mhm. s'intéresse, il regarde, et au-dessus des fleurs, enfin de certaines plantes, il voit qu'il y a comme une espèce de début de fructification. Et très intéressé, donc il touche une de ces fructifications qui lui explose au visage en lui projetant des graines. Alors il se recule, effectivement, et en même temps, on dirait D'accord. aujourd'hui qu'il a un flash, euh, et en fait il se souvient qu'il est en train d'essayer de traiter à l'hôpital quelqu'un, un homme, qu'on n'arrive pas à toucher. C'est-à-dire que même si on lui donne de l'opium, ou du palfium, ou de la morphine, bref, un dérivé
pour le calmer. Le simple fait de le toucher lui fait mal, le fait souffrir. Et là, il a à peine touché, et là, il se dit, et si ça D'accord. marchait? Bon, il y a un vieil adage, si j'ai bonne mémoire en homéopathie, qui dit que le semblable guérit le semblable. Donc peut-être que ça lui vient à ce moment-là, et donc il repart à l'auberge où il est, il prend son mortier, il prend son pilon, son matériel d'homéopathe, et le lendemain il est sur place, et il prend non pas les fleurs, mais les graines qui Oui. lui ont sauté au visage, Mhm. et il commence à les piler avec son mortier. Il va en faire une dynamisation homéopathique. Il rentre à Londres, très, très impatient, c'est le cas de le dire, parce que j'ai oublié de vous dire que ces fleurs s'appellent des impatients. Oui, tout à fait, c'est pas un hasard. Et donc il rentre à Londres, à l'hôpital, et il se précipite dans la chambre de l'homme, donc qui malheureusement souffre, et il lui donne donc cette dilution. Eh bien, ce que la morphine, le palfium et l'opium n'ont pas réussi à faire, l'impatient le réalise. Et là, D'accord. et là, pour lui, entre autres, il y a un défi, forcément, forcément. Donc, il décide cette année-là de retourner au même endroit pour voir s'il y a d'autres végétaux qui pourraient éventuellement avoir d'autres qualités, d'autres Mhm. vertus. N'oublions pas que c'est un observateur hors pair, que disons, le spectacle de la souffrance est insupportable pour lui et qu'il a dévoué sa vie, encore une fois, à, au but de guérir littéralement, et pas simplement de soigner, mais de guérir ses Mhm. contemporains. Et cette année-là, il va donc trouver deux autres végétaux sur place qui l'intéressent beaucoup, qui s'appelle la mimule, qui est une fleur jaune qui pousse un peu les pieds dans l'eau, qui fait 60 cm ou 80 cm de hauteur, dont il va récupérer les graines. Mhm. La plante envoie littéralement dans l'eau, et d'après lui, pour lui, c'est extraordinaire, c'est un signe, manifestement, il n'y a pas de peur, il y a une confiance totale dans le flot de la vie, c'est comme ça qu'il va l'interpréter. Et puis une autre, qui est une plante, disons, qui semble ne pas avoir beaucoup de force, mais qui est magnifique, qui est grimpante et tout, qui est blanc crème, et qui s'appelle la clématite. Et la clématite, elle n'a pas la force de Mhm. monter toute seule, et donc elle s'appuie sur des tuteurs que peuvent être les chênes, les charmes, et donc elle est d'une légèreté incroyable. Et donc elle est un peu évanescente, elle est un peu comme ça, voilà, rêveuse. Et donc, il va faire avec les graines de ces végétaux des remèdes homéopathiques, puisque lui, il est homéopathe, c'est son truc. Et pendant 2 ans, D'accord. Donc en fait, la base de ces fleurs de Bach, c'est l'homéopathie, avant de devenir des dilutions. au départ, pour lui, oui, au D'accord. départ, c'est ça. Et donc, pendant ces 2 ans, il va traiter un certain nombre de patients qui Mhm. viennent à son cabinet uniquement avec ces remèdes qui fonctionnent. Et comme c'était un homme qui avait réussi, au-delà de toute espérance avec ses vaccins, il avait monté donc un laboratoire, il avait agrégé avec lui un certain nombre de collègues qui étaient ravis de travailler là, et donc c'était une entreprise importante et florissante. Quand il leur propose, au bout d'un certain temps, de laisser tomber, encore une fois, les nosodes au profit d'un nouveau système médical qui est celui de l'avenir pour lui, qui est celui du XXe siècle, Oui, tout à fait. on est au début du XXe, eh bien, à son grand désappointement, ses amis et associés vont dire mais non, enfin, on s'en fout, attends, qu'est-ce que tu nous parles des fleurs là on a beaucoup mieux que ça à faire, il faut absolument aider les gens, leur proposer les nozodes, on ne va pas lâcher la proie pour l'ombre. Et c'est là où il va pas être Et compris. ah ben là, il ne va pas être compris du tout. Et du coup, il va décider un jour, en 1930, du jour au lendemain, que puisqu'ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas venir, ok, très bien, parfait, qu'on bien leur fasse, bah, il va leur laisser tout ce qu'il a, ses parts, et lui, il va leur dire au revoir, Mhm. persuadé que la vérité que lui est en train de chercher, il a commencé à la trouver dans les voiles de la nature, et uniquement dans la nature, et pas à partir de
produits à polarité négative. Voilà. D'accord. Et effectivement, à partir de ce moment-là, à partir sur les routes, les bois, les prés, voilà. Alors pour vous, qu'est-ce qui fait le succès de ces fleurs de bac Bah, leur efficacité. à cette À époque, cette hein? époque, alors à cette époque, si vous voulez, bon, le succès des fleurs de Bach, il est très limité. À cette époque, il est limité au docteur Bach lui-même. Il a la chance d'avoir une assistante merveilleuse qui s'appelle Nora Weeks, Oui. qui l'accompagne dans ses recherches, je veux dire, depuis quelques années. Je crois qu'il a dû la trouver également du côté de l'hôpital homéopathique, si j'ai bonne mémoire, mais je n'en jurerai pas définitivement. Mais elle le connaît bien, c'est son assistante, et pour rien au monde, elle le lâcherait, lui non plus, parce que, bon, c'est une sorte de binôme, c'est pas un couple, hein, mais c'est un binôme. Non? Et, Mhm. et en fait, donc, euh, elle va le suivre. Elle va le suivre. En dehors de ça, les recherches de Bach, lui, n'avait pas d'argent particulièrement. L'argent ne l'intéressait pas. Il a laissé tout ce qu'il avait, encore une fois, à ses amis et associés. Euh, D'accord. donc, c'était véritablement un idéaliste, c'était un pionnier également. Et lorsqu'il revient, il est persuadé que l'homéopathie, c'est l'homéopathie et qu'il faut trouver quelque chose d'autre. Et Mhm. on revient pratiquement à une des premières questions que vous m'avez posées tout à l'heure, qui est celle de la méthode de Bach et de la solarisation. J'avais commencé à vous parler bien entendu de la rosée, et il se dit qu'il ne peut pas passer sa vie à aller chercher avec un compte-gouttes les gouttes de rosée de telle ou telle fleur. Donc il réfléchit Ouais. un peu, et en réfléchissant un peu, il se dit qu'il va mettre au point effectivement une méthode qui consistera à celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un bol en verre fin, de l'eau de source puisée au plus près des fleurs qu'on va couper, et solarisation. Et donc la méthode de Bach, c'est celle-là. C'est pas autre chose. Et donc à partir de Mhm. 1931, c'est ce qu'il va faire. Il va se mettre en route pour essayer de trouver des correspondances à un certain nombre de grands états d'esprit qui, d'après lui, sont les vraies maladies constitutives, on va dire, de l'âme. C'est-à-dire la cruauté, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire l'avarice, c'est-à-dire enfin des choses qui manifestement font que on se racornit, on se rétrécit sur nous-mêmes au lieu de Les émotions néfastes, les émotions qui sont polluantes. tout ce qui vient contrarier, on va dire, une pulsation ou un acte d'amour naturel ou de confiance naturelle. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça le but de sa recherche, parce que un des fondamentaux de Bach, aussi bien en tant qu'homéopathe qu'en tant que médecin orthodoxe, c'était celui, au fond, de dire la maladie n'est pas importante, peu importe le nom de la maladie, ce qui compte le plus, c'est l'état d'esprit des gens Oui. quand ils sont. Mhm. Il faut à tout prix écouter le patient. C'est lui qui est capable de nous dire véritablement les choses dont il souffre. Voilà. Et à partir du moment où on écoute le patient, où on pose, disons, bah, des questions, où on sait quelles sont les humeurs, les états d'esprit, les pensées qui l'obsèdent ou qui l'animent, et bien à partir de ce moment-là, on doit être capable de l'aider en lui proposant telle ou telle fleur unitaire ou bien telle ou telle synergie. D'accord. Alors au fond, quelle est la place ou quelle place tiennent les fleurs de bac dans la sphère de la médecine aujourd'hui? Ah, alors dans la sphère de la médecine, j'oserais dire qu'elle tient peu de place. Oui, mais en fait, peut-être que je suis pas claire dans ma question. En fait, ce que je voulais presque vous demander, elles viennent en complément d'une médecine allopathique? Alors, la réalité, c'est celle que vous décrivez. C'est-à-dire que un médecin qui ne prescrirait que des fleurs de bac serait vraisemblablement radié par le Conseil de l'ordre euh, Tout à fait. et on lui dirait que voilà, il n'a plus le droit d'exercer étant donné qu'un médecin, on l'a vu dernièrement par rapport à ce qui s'est passé, même s'il a envie de prescrire un médicament qui semble efficace, par exemple, au début
contre la Covid-19 n'a pas le droit. Si Mhm. le Conseil de l'ordre n'est pas d'accord. Donc même, il peut y avoir un ostracisme ou des interdits même particuliers, même par rapport à une médecine ou à, on va dire, allopathique, chimique, au niveau des traitements. Donc imaginez simplement des traitements naturels. Alors vous avez des médecins, bien entendu, qui prescrivent très régulièrement des fleurs de bac, mais peut-être pas que des fleurs de bac. Non? Ceci étant, je me souviens par exemple d'un psychiatre merveilleux qui est le docteur Roger Alphon, qui a écrit lui-même un bouquin sur les fleurs de bac, qui en a prescrit pendant je ne sais pas combien d'années. Je me souviens également de médecins en institution, pas que hospitalière, mais de type EHPAD, ou de type maison de retraite, ou de type institution pour personnes handicapées, Oui. qui nous demandaient très régulièrement, encore une fois, de leur envoyer non pas des médicaments, bien entendu, mais simplement des fleurs de bac pour leurs pensionnaires ou pour leurs patients, parce qu'il y avait une amélioration extrêmement rapide. Je me souviens également d'un médecin rhumatologue qui doit avoir depuis longtemps pris sa retraite, Mhm. qui nous envoyait la plupart de ses patients euh, pour, pour des, parce qu'effectivement, les douleurs que ces gens pouvaient ressentir pouvaient être traitées, encore une fois, euh, au départ, c'est-à-dire par, on va dire, des postures, euh, des, des comportements, des attitudes qui étaient néfastes, tout simplement, quoi. Oui, 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 qui venait polluer, qui venait donner des mauvais signaux et que le corps transformait. Absolument, absolument. Mm. Et D'accord. donc, de ce point de vue-là, la place des fleurs de bac pourrait être intéressante et importante si un certain nombre, je dirais pas seulement de médecins, mais simplement euh, d'organisations officielles se disaient que voilà, tout ne peut pas être traité encore une fois par les médicaments et la chimie de synthèse, Oui, l'allopathie. ou les médicaments allopathiques, et que le tout est parfois plus intéressant pour le corps que la partie, que la partie généralement est tout à fait capable de provoquer des effets secondaires effectivement indésirables, que le totem moins généralement, et que les fleurs de bac, on ne connaît pas d'effets indésirables ou négatifs ou secondaires, si vous voulez, depuis allez, 85 ou 90 ans que ce système existe. Voilà. Oui, tout à fait. Mais alors justement, depuis cette découverte et cette invention du docteur Bach, différents types ou différentes personnes qui font des fleurs de bac. Donc comment est-ce que on s'y reconnaît justement parmi tout ça? Écoutez, c'est une question que bien des gens se posent dans la mesure où il n'y a pas un organisme officiel qui déclare que ne prendre que ces fleurs ou que celles de cette Mhm. marque-là et ainsi de suite parce que ce sont les meilleurs ou que les autres ne valent rien. Bon, on n'a pas ça. Mais vous avez pas justement créé la guilde des fleurs de bac? Oui, tout à fait. Alors nous l'avons créé, non pas pour dire que nos fleurs de bac sont les meilleures du monde, mais Oui. nous avons créé cette reconnaissance. Il y a deux producteurs anglais, Mhm. Julian Barnard d'un côté, Vivienne Williamson de l'autre, et puis moi, quoi. En France, parce que on a pris l'engagement les uns envers les autres, les uns avec les autres, Oui. de respecter purement et simplement la méthode du Dr Bach, à la fois à la lettre et dans l'esprit, quoi. Voilà. Oui, 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 tout à fait. C'est extrêmement important. La méthode en soi est simple, Mhm. mais simple, les gens ont tendance à confondre simple et facile. Simple, ça ne veut pas dire facile. Non, pas du tout. Bien au contraire. Et la méthode de Bach, tout étant simple, est une méthode extrêmement exigeante. Oui. Je vous disais en même temps que oui, quand on fait une solarisation, Mhm. eh bien, on a besoin de conditions parfaites. Conditions
En fait, c'est quoi? C'est 4 heures de plein soleil montant, mettons entre 9 heures du matin et 13 heures. Oui, C'est l'absence totale de vent. C'est l'absence de nuages pendant la solarisation, euh, oui. puisqu'un nuage pourrait porter une ombre, on va dire, sur le bol. Or, on sait que plus de 3 minutes d'interruption soleil sur le bol, et ben c'est fichu. Parce que la montée. Mais alors justement, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a dû vous arriver que pendant ces 4 heures, il y avait... Alors vous recommencez à zéro? On prend le bol ou les bols, on est un peu désolé, c'est comme ça, puis on rend ça à la nature, D'accord. puis on se dit qu'on reviendra demain en espérant que le lendemain, voilà, il fasse beau et que Mhm. les conditions soient parfaites. Et puis si c'est pas le cas, eh ben on ne fait pas. Et Oui, donc ça veut dire que quand on est capable d'en faire, il faut en faire davantage pour les années où on n'arrivera pas, parce que les conditions botaniques, les conditions oui, météo, les conditions climatologiques, ben, ne seront pas bonnes. oui, oui. Moi, j'ai vu pendant des années des nouvelles marques de fleurs de bac arriver sur le marché qui n'existaient pas les années précédentes. Or, pour faire une série complète, c'est-à-dire les 38 remèdes de bac de manière juste, de Oui, manière vraie, de manière parfaite, c'est très difficile de les faire en moins de 4 ans ou 5 ans. oui, Et encore une fois, on a besoin de conditions non pas exceptionnelles, oui. mais normales pour bac. Voilà. Et c'est là que ça se joue. Donc, les 3 personnes qui ont pris des engagements les uns envers les autres, que sont Julian Barnard, Vivian Williamson et moi, euh, vers la fin des années 90, ont décidé que si l'un d'entre nous n'était pas à même de pouvoir faire une essence, mais que l'autre y était arrivé, et s'il en avait besoin, eh bien on irait à son secours. Ah, c'est joli ça. Malin, hein? Voilà. Oui, oui, oui. Ah ben, l'union fait la force, hein? Donc de ce point de vue-là, on s'est supprimé Oui, littéralement une pression, un stress extraordinairement important. Alors, nous sommes toujours concurrents. Ils ont oui. comment dire, leurs clients. Nous avons les nôtres. Ce ne sont pas les mêmes. Mhm. Eux exportent dans des pays où nous n'exportons pas, ou même nous exportons, mais ce ne sont pas les mêmes clients. Donc il y a une bonne intelligence et il y a de la complémentarité dans votre association. C'est exactement ça. Et donc, ce qu'on joue d'abord et avant tout, c'est une qualité juste, une qualité normale, que Oui, certains pourraient qualifier de parfaite, pour que les gens qui en ont besoin, et c'est là le plus important, puissent ouais. trouver ce qu'ils viennent chercher. Et pas quelque chose qui soit affadi, ou qui n'ait pas, encore une fois, la puissance et l'efficacité recherchées. Si vous avez aimé cette première partie avec Gérard Wolf, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. En attendant, sentez-vous bien.